Le député Bernard Généreux, fier partenaire de cette émission. Alors bonjour, bienvenue à Vie publique. En fait, pour les 2 prochaines émissions, on va parler de Rivière-Ouelle, des 1001 projets qui se passent là-bas. Et on commence avec un projet qui, en fait, c'est pas un projet, on peut dire que c'est un attrait touristique maintenant. On va parler du fil rouge avec Nancy Fortin. Bonjour. Bonjour. Madame Fortin, vous êtes agente de développement à Rivière-Ouelle. Oui. Et on a décidé de parler du fil rouge aujourd'hui parce que pour certains d'entre nous, des fois, quand on habite un endroit, on y porte plus ou moins attention. On l'a vu une fois ou deux, mais après, bon, ça fait partie du quotidien. Moi, je me rappelle que quand on va, entre autres, à Saint-Pacôme, on a des bouts, je pense. C'est le fil rouge ou ça, oui. C'est un autre? Oui, c'est non, le fil rouge aussi. C'est ça, sur le Belvédère. Oui. Voilà, c'est le Belvédère. Donc, c'est un projet qui prend de l'ampleur et puis qui connaît quand même beaucoup de succès. Exactement. Le fil rouge que tu parles, c'est des circuits historiques de la petite histoire de la municipalité de Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme. La Pocatière a ajouté son propre circuit il n'y a pas si longtemps, l'année passée ou il y a 2 ans. Et puis, c'est ça, c'est déjà un bel attrait pour nos touristes et pour nos gens d'ici aussi, que les gens étaient fiers de faire le circuit et connaître l'histoire, de pouvoir parler de hey, « ça, c'est mon grand-père qui a fait ça » ou telle chose. Mais il restait quand même une problématique, une belle problématique, c'est qu'on a beaucoup de circuits de touristes généalogiques qui viennent à Rivière-Ouelle. Donc, on voulait trouver une façon de répondre à leurs besoins. Puis, ce qu'ils veulent voir, c'est la terre de leurs ancêtres, puis c'est où qu'ils habitaient, puis dans le cimetière, la tombe est où. C'est des gens qui ont des ancêtres ici, mais qui n'habitent plus nécessairement Exactement. ici, mais qui viennent là, vraiment pour comprendre... où est-ce qu'habitaient leurs ancêtres. Okay. Puis beaucoup viennent des États-Unis parce que au début des années 1900, dans le fond, il manquait d'emplois ici. Donc, les gens ont migré aux États-Unis pour travailler dans des usines de tissage ou des choses comme ça. Fait qu'ils reviennent avec un nom québécois, mais qui parle anglais. Fait qu'on voulait répondre à leurs besoins. Donc, la municipalité a embauché la Corporation Fil Rouge pour créer 24 circuits généalogiques. Donc, il y a 24 familles qui sont des familles fondatrices de Rivière-Ouelle. Il y en a 17 sur le lot. Et les autres, c'est des familles marquantes, comme exemple la famille du Seigneur des Champs, qui était le premier seigneur de la Seigneurie de la Bouteillerie, dans le fond, de Rivière-Ouelle. Ou des politiciens, exemple Chappet, des choses comme ça. Fait qu'on a créé les 24 circuits. Bien, Fil Rouge a créé les 24 circuits. Puis chaque circuit a entre 7 et 10 stations. Puis ce qui est le fun, c'est que ça commence d'hier à aujourd'hui. Exemple, les Hudons d'Beaulieu. Bon, on commence avec Pierre Hudon, qui est le premier Hudon arrivé au Québec. Mais on termine l'histoire avec l'abbé Odilon Hudon, qui a fondé le camp Kanawich à Rivière-Ouelle. Fait que c'est vraiment le fun. Puis les gens se promènent dans les municipalités du Kamouraska. En fait, il y a 11 municipalités qui sont touchées par passeurs de mémoire. Okay. Donc, le passeur de mémoire, ça, c'est le fait qu'on retrouve du fil rouge un peu partout? Oui, bien, en fait, ils sont associés. Chaque circuit commence avec un panneau fil rouge. Est-ce qu'on peut retrouver ça sur Internet? Oui, exactement. Tout le circuit, on peut donc se préparer avant de venir. Bien oui. Passeur de mémoire, c'est passeurdemémoire au pluriel.com. Vous pouvez acheter vos circuits. Vous pouvez en acheter un comme vous pouvez en acheter autant que vous voulez. C'est 15 $ un circuit, puis plus vous en achetez, plus il y a un bon petit rabais qui vient de s'ajouter à ça. Quand on parle d'un circuit, est-ce que c'est une visite guidée ou... C'est une visite autoguidée. Autoguidée, via l'application Passeur de mémoire. Puis ça vous dit vraiment le chemin qu'il faut prendre pour vous rendre à l'autre station, etc. Super. Avec, des fois, il y a de l'audio, il y a des photos, il y a de l'écrit. Là, vous parlez de généalogie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens du territoire qui n'ont jamais fait cette... on peut l'avoir vu par bribes, mais est-ce qu'on a déjà pris le forfait pour dire on fait ça comme une activité aujourd'hui? Je ne suis pas certaine qu'il y en a tant qui l'ont fait. Dans le Kamouraska, pas tant, mais il y en a qui l'ont fait. Mais la grande clientèle de passeurs de mémoire vient d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça qu'il y aurait un intérêt à offrir ça, ou même dans les écoles, ou peu importe. Exactement. En fait, Passeur de mémoire va faire partie d'enseigner le Kamouraska. OK, oui. Il y a une section qui va être présentée aux étudiants sur la généalogie. Fait que, dans le fond, on ne fait pas partie de l'enseignement qui est fait aux enfants, mais à la fin, ils vont recevoir un encart de passeur de mémoire. Fait qu'ils vont pouvoir aller faire les circuits avec leurs parents.
sur le territoire. Là, on sait que le fil rouge, c'est surtout quand même l'été. Hein? En tout cas, c'est plus propice, du moins. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année? Comment on bonifie? Comment on garde ça vivant? Mais Passeur de mémoire a fait des petits pas mal cette année. Okay. Dans le fond, présentement, à l'heure où on se parle, il y a un livre qui est en train de s'écrire sur les 24 familles. C'est les éditions Gide qui sont en train de faire ça. Il va y avoir entre 5 et 6 pages par famille. Plus, il va y avoir des textes communs sur certaines familles, qui peut toucher plusieurs familles. Là. Ça va être hyper intéressant. Le lancement va être au mois de juin, à suivre la date. Et en plus, un autre des points que j'ai parlé au début, c'est que le touriste généalogique, ils veulent savoir est où la terre de mon ancêtre. Fait qu'avec Gide Édition, on a développé un marqueur famille qu'on appelle. Ça va être vraiment magnifique, je ne vous le décrirai pas, mais fait que dans le fond, ce marqueur famille-là va être installé sur la terre de l'ancêtre, à l'endroit, en théorie, où est-ce qu'il habitait, quand on va pouvoir trouver exactement la terre. Okay. Et les gens vont pouvoir se rendre à cet endroit-là, puis avec un code QR, ils vont pouvoir avoir plus d'informations sur... Mais est-ce que ça va être comme une affiche, un peu comme ça, être une terre patrimoniale ou... C'est pas une affiche, c'est vraiment... C'est pas une sculpture, c'est pas une affiche, mais c'est un marqueur. C'est bon, à découvrir. À suivre, c'est ça. Puis, suite à ça aussi, bien, la Corporation historique de Rivière-Ouelle, en collaboration avec la fabrique et la municipalité, sont en train de travailler sur un mémorial dans le cimetière de Rivière-Ouelle. Donc, ça va être un plan. À l'entrée du cimetière, il va y avoir un plan avec tous les numéros de lot. Puis, les gens vont pouvoir chercher. Il va y avoir vraiment un index qui vont pouvoir chercher, bon, mettons, Pierre Hudon. Cherche Pierre Hudon. Il est à tel numéro, donc ils vont pouvoir se rendre directement. Tout répertorier, finalement, l'histoire du cimetière et par le fait même des familles qui peuvent s'y retrouver. C'est ça. Puis il doit y en avoir dans d'autres cimetières aussi? Bien, il y en a. Le premier que nous, on connaît, il a été fait par fil rouge à Petite-Rivière-Saint-François, chez les Sœurs des Petites Franciscaines. Il y en a un là. Il y en a peut-être d'autres ailleurs au Québec, mais c'est ça. Développé par fil rouge, ça va être le deuxième là, qui va apparaître. Avec l'information aussi sur la seigneurie, tout ça. Je veux juste dire que tous les noms ne seront pas là parce que les archives vont pas toutes garder les noms. Quelques-uns. C'est ça. Puis il y a des pierres tombales qui n'existent plus ou qui sont disparues depuis le temps que le cimetière est là. Donc, et voilà. Mais quand même, vous pensez est-ce que en date d'aujourd'hui, tu sais comment de personnes ont pu être répertoriées? C'est pas loin de 2000 noms de personnes. Et quand même! Oui. C'est quand même beaucoup de monde. Ça a été vraiment un gros travail que la fabrique a fait. C'était votre gros projet, là? Oui. OK. Mais le livre aussi, c'est un gros projet. Oui, effectivement. Donc, le livre, il va être tiré à quel... Est-ce qu'on va pouvoir le trouver dans les librairies de la région et tout ça? Oui, dans les librairies, parce que Gide Édition va le vendre lui aussi. Mais les municipalités comme Rivière-Ouelle, la Pocatière vont avoir les livres à vendre. Puis on va trouver d'autres points de vente pour celle-là. Est-ce qu'on avait d'autres belles nouvelles à nous annoncer en lien avec le fil rouge? Bien non. À la fin? Ça fait déjà beaucoup. Ben oui, ça fait déjà beaucoup. Alors, on rappelle donc que c'est un petit peu partout. Puis ce qu'on retient, c'est qu'on peut offrir ça à des amis qui viennent ou on peut une journée décider, bien aujourd'hui, on découvre vraiment d'où on vient, on s'amène un pique-nique. Exactement. Ça peut nous occuper pendant combien de temps, faire le fil rouge au complet? Fil rouge, c'est juste Rivière-Ouelle, c'est facilement une journée complète. Passeur de mémoire, un circuit, vous pouvez compter entre 1 heure et 1 heure et demie quand on fait un circuit famille. OK. Avec les déplacements, la lecture. Ça dépend de l'intérêt qu'on a. On peut le faire en plusieurs fois, sinon. Mais c'est un beau cadeau à offrir à la famille qui vient en visite. Hey, viens, je vais te présenter nos ancêtres. Nos ancêtres. On part à la découverte du fil rouge. Merci beaucoup, Nancy Fortin, d'être venue aujourd'hui. Plaisir. Merci, Annie. Est-ce que vous courez été comme hiver? Est-ce que vous êtes de ceux qui aimez la course? Peut-être faites-vous partie de ceux qui fêtent de la course de Rivière-Ouelle un succès à chaque année. On va prendre des nouvelles de cet événement-là. Il va être de retour pour une 5e année cette année avec Francis Ouellette. Bonjour, Francis. Bonjour, Annie. Vous êtes organisateur. C'est quoi votre rôle exactement dans cette course-là? Moi, je suis porte-parole. Porte-parole. Donc, la course de Rivière-Ouelle avec Vanessa Michaud. Oui. Donc, ils sont venus me chercher parce que je suis un adepte de course été comme hiver. Oui, vous courez là, en tout temps. Là. En tout temps, oui. Okay. 80-90 km par semaine et plus d'autres sports, mais c'est vraiment, on est des adeptes de la famille Ouellette. On est bien connus dans le coin, là. Fait que, c'est pour ça qu'on a été approchés pour plus les technicalités, puis pour savoir diverses petits détails au niveau de la course. Puis le comité, eux autres, étaient très motivés.
mais il y avait besoin de plus d'expérience au niveau de la course, puis c'est un plaisir que je suis là depuis 5 ans. Des courses, là, il y en a une puis une autre dans bien des endroits, mais la vôtre, je veux dire, Rivière-Ouelle, c'est quand même pas proche d'un milieu urbain. Elle attire pas mal de monde, plus de 500 personnes. Qu'est-ce qui fait qu'une course est attirante pour des gens à l'extérieur de notre territoire? Oui, bien souvent, la course, c'est le décor. C'est où qu'on va courir. Rivière-Ouelle, veut pas, les courses se déroulent autour de la Rivière-Ouelle, dans un site enchanteur et sécuritaire, parce qu'on est quand même mention argent au niveau de la Fédération d'athlétisme. Ça, c'est un des aspects qui nous distingue. Aussi, qu'est-ce qui revient souvent, c'est l'aspect convivial. Et on attire autant les coureurs élites que les coureurs qui, c'est leur première course. Et notre 3 km marche, aussi très populaire, parce que quelqu'un qui veut juste partir... Ça démystifie ça aussi pour... Oui. Puis c'était vraiment un objectif, Annie, quand on a parti la course, qu'on voulait rejoindre tout le monde. Parfois, les courses sont plus axées sur la compétition, d'autres plus amicales. Nous, on a fait un mélange des deux, qui fait qu'on ne sent pas la pression là, de performer. Si tu veux le faire, oui. Ce qui fait que parcours qui donne des bons temps pour ceux qui sont plus compétitifs, mais peut-être plus facile aussi pour des gens qui débutent la course. Fait que c'est ça qui nous distingue. Puis la manière qu'on a organisé notre course, je pense que c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on va à une course. On a une garderie sur place, on a des jeux gonflables. C'est une fête, là. Oui, c'est en plein ça. Quand vous dites que vous attirez les coureurs élites, des coureurs qui viennent... Est-ce que vous répertoriez? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vraiment, par exemple, d'autres provinces ou d'autres régions du Québec? Et, je ne sais pas, comme pour la dernière édition, il y avait des gens de où? Oui, dans le fond, on couvrait les 4 MRC. On avait 5 coureurs de l'Université Laval qui ont fait des temps incroyables au niveau de la course de Rivière-Ouelle. Puis on avait des gens de Québec puis de Montréal. Donc, on va chercher notre bassin des 4 MRC, mais on va chercher aussi des gens de l'extérieur. Parce que, veux pas, il y a plusieurs courses, il y a plusieurs événements, il y a beaucoup de triathlons. Comment se distinguer, comment choisir la bonne date pour attirer les gens, c'est un défi. Puis surtout, on est chanceux jusqu'à maintenant, là, mais on a 70 bénévoles qui nous aident pour cette... C'est ça, puis ils reviennent, je veux dire, avant, on s'est parlé là, avant l'émission, puis je vous disais, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Tu sais, vous n'avez pas l'air trop dépassé par l'événement qui s'en vient, là. Vous avez déjà une bonne cohorte de gens qui reviennent? Oui, dans le fond, tu as raison de soulever la problématique qui pourrait en être une. On n'a jamais assez de bénévoles. Sauf que oui, on va chercher nos gens d'une bonne façon. Puis les gens de Rivière-Ouelle même s'impliquent énormément. C'est au-delà que moi, je viens de Saint-Pascal, puis je m'implique à Rivière-Ouelle. Beaucoup de bénévoles sur place qui sont là cette journée même-là. Et c'est sûr que avant l'événement, c'est un processus quand même de 8 mois avant, on prépare la course. C'est plus un comité qui est en place. C'est quoi les choses auxquelles on ne pense pas? Parce que nous, on arrive là, on court, on profite de tous les petits conforts qui sont donnés pour les gens qui prennent part à l'événement, mais ça se prépare... C'est quoi les choses auxquelles on ne pense pas, qui nécessitent beaucoup de travail? C'est beaucoup la sécurité. Au niveau des parcours, au niveau des permissions, au niveau des routes. Est-ce qu'on ferme des routes? La circulation, qui va s'en occuper? Beaucoup de pompiers. La sécurité, est-ce qu'il va y avoir une ambulance sur place? Dernièrement, on travaillait sur les parcours. On a 5 parcours. Pas 5 parcours, 5 courses. Donc, on a le 10 km, le 5 km, le 3 km course et marche, le 1 km. Cette année, on a décidé qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveauté. On a rajouté un mini 1 km, mais pour les enfants de 7 ans et moins. Il va y avoir 2 départs. Pourquoi? Parce que quand tu me parles de préparation, planification, on regarde la sécurité. On trouvait que notre 1 km, un des plus populaires pour toutes les courses que j'ai vues, il y avait trop de monde. Et on a évalué qu'au niveau de la sécurité, on serait mieux d'en faire 2 départs. Okay. Fait que c'est le genre de technicalité que nous, il faut surveiller pour que le monde, quand les parents courent avec les enfants, un enfant de 13 ans vise peut-être pas le même objectif que celui de 4 ans qui est... possible. Ça se pourrait, hein? Ça se pourrait. Fait que nous, je pense que cette année, on a une belle formule, là. Puis les tarifs. OK. Puis vous avez des partenaires aussi. La course de Rivière-Ouelle, ça se passe depuis longtemps avec les Tourbières, entre autres, qui sont là pour vous donner un coup de main à chaque année. Oui, plusieurs commanditaires d'année en année qui reviennent. Mais naturellement, un gros merci encore à Tourbière-Lambert, notre commanditaire majeur. Mais
sincèrement, ça va bien jusqu'à maintenant. Puis encore là, je pense que c'est notre approche ou notre course, qu'est-ce qu'elle dégage. Mais tu sais, il y a tellement de... Ils sont tellement sollicités qu'ils peuvent choisir. Puis là, il faut faire un plat de commandite. Tantôt, quand tu nous parlais de qu'est-ce qu'on donne à ceux qui donnent tel montant, puis c'est ça. Il y a un gros volet organisation de communication pour un événement. Les gens veulent avoir aussi de la visibilité. En terminant, quelqu'un qui n'a pas vraiment couru quelque part au mois de février, on se dit cette année, là, on aimerait ça. Là, on a souvent des idées qu'on va le faire, mais qu'on ne s'inscrit pas. On part ça comment, un entraînement de course? Là? Comment on commence ça? Premièrement, 1er février, les inscriptions sont partis. Et les tarifs sont pas vraiment dispendieux, il faut en profiter. Au mois de mai, ça va augmenter de 5 $ pour chaque course. Puis on commence tout le temps avec est-ce qu'on marchait? Course-marche. Et on augmente nos distances tranquillement, pas vite. Ça fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais participé à une course, s'il vous plaît, peut-être pas participer aux 10 km course. Peut-être... Mais il y en a de même des fois, hein? Parfois. Ils font un défi, puis ils font bonne cette année, je fais le 10 km. Ça peut motiver de le finir. Un 3, est-ce que c'est possible? Votre plus petit parcours, c'est combien? Oui, mais moi, je suis plus au marathon, Non, mais toi, c'est pas... Mais je veux dire, pour, la moyenne, là, c'est 3 km. 3 km. Je trouve que c'est l'idéal. Ça, quelqu'un qui commence à s'entraîner au printemps là, peut être capable de faire un 3 km assez rapidement. Oui. OK. Puis en même temps, vu que c'est son premier, il n'y a pas vraiment... Il peut avoir un petit objectif. Mais nous, pourquoi pas... Ça peut être juste le plaisir de le faire aussi. De le terminer. Puis c'était l'objectif principal, c'était d'améliorer les saines habitudes de vie. Puis jeunes, moins jeunes, de venir participer à une activité festive, récréative, on s'encourage et tout le monde est content. Puis c'est pour ça qu'on revient tout le temps avec nos participants d'une année à l'autre. Merci beaucoup. Merci, Annie. On est toujours en plein cœur de Rivière-Ouelle pour explorer toutes les activités qui sont à venir. On est passé de la course, mais là, on reste encore dans la course, mais on va parler de la course de chiens, donc la fête d'hiver qui s'en vient. Pour nous en parler, on a Ève-Marie Bélanger avec nous. Bonjour, Ève-Marie. Allô, Comment ça va? Ça va bien, vous? Alors très occupée comme technicienne de loisirs. Oui. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais, là, sur quoi tu travailles. Bien, présentement, c'est ça, c'est la fête d'hiver qui arrive bientôt. Je vais avoir un disco patin, la semaine de relâche, la soirée de reconnaissance des bénévoles. Il y en a des choses. La semaine de relâche, il va se passer pas mal de choses aussi? Oui, quand même. On a une sortie à Québec, Récréophone. On a une sortie chez Coco Latte pour faire la peinture sur céramique. On a une sortie au cinéma. Est-ce que c'est déjà le temps de s'inscrire? Ça va être déjà fait, c'est ça, quand même. Ça va être passé. Il y a combien de gens à peu près dans la semaine de relâche? On a une trentaine d'enfants à peu près qui s'inscrivent. L'été, c'est à peu près une quarantaine d'enfants dans le camp de jour. Donc, on a une bonne moyenne. Puis des parents qui doivent être contents parce que ça les occupe, puis ça libère les parents qui peuvent continuer à travailler s'ils n'ont pas de vacances. C'est très apprécié. On va parler de l'activité qui s'en vient, donc la fête d'hiver. C'est important pour chaque village d'avoir ces petits moments-là dans l'année pour se retrouver. Exactement, pour faire bouger les gens, redonner le plaisir de bouger à l'extérieur surtout, puis donner une bonne occasion de se voir et rencontrer ses voisins. Donc, comme vous dites, c'est la course de chiens de Rivière-Ouelle. C'est la seule course au Bas-Saint-Laurent. Donc, on est très chanceux de l'avoir chez nous. On profite de cet événement pour faire notre fête familiale hivernale. Donc, dans le fond... Les chiens, est-ce que c'est des chiens qui sont élevés au Bas-Saint-Laurent ou ils viennent d'ailleurs? Ils arrivent d'où, ces chiens-là? C'est ça vient de partout, vraiment. Okay. On a les gens qui s'occupent du comité organisateur de la course. Eux, il y en a qui viennent de Saint-Gabriel, pardon. Puis eux, ils ont un attelage de chiens qui participent à la course. Mais sinon, c'est beaucoup de l'extérieur qui viennent à Rivière-Ouelle, voilà. Puis c'est année après année, est-ce que c'est à peu près les mêmes participants ou... Oui, bien, c'est sûr, parce que c'est la gang qui entraîne leurs chiens et qui veulent participer à chaque année. Mais il y a de moins en moins de courses aussi qui se font partout sur les territoires, donc ça a plus de monde. Ça pourrait pas répondre à la question. Donc, c'est un événement pas manqué. Donc, c'est une activité qui est là, puis c'est quand même privilégié. Pour y avoir déjà assisté, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est un volet de la fête. Il va se passer d'autres choses aussi. Exactement. Donc, la fête, c'est le 29 février qu'on le fait exactement. C'est le 29 et le 1er, la course de chiens. Donc, c'est samedi et dimanche. Mais nous autres, notre fête familiale, on la fait le samedi après-midi. Dans le fond, il va y avoir du bubble soccer, il va y avoir du patin, il va y avoir chocolat chaud,
cupcakes, musique, jeux gonflables. Fait que super familial comme événement. Ça, c'est tout à fait gratuit? Oui, Ça, exactement. Est-ce que vous avez un gros comité qui s'occupe de ça? Vous avez beaucoup de bénévoles? Pour la course de chiens, ils ont un beau comité. Moi, pour ma fête familiale, je suis pas mal seule là-dedans. J'ai des bénévoles, par exemple, qui m'appuient. Voilà. Mais en général, est-ce que les gens participent bien? Tu sais, quand tu me dis qu'il faut inciter les gens à aller jouer dehors, est-ce qu'en dehors des fêtes, là, vous les voyez beaucoup, les enfants, à l'aréna, dehors? Est-ce qu'on a besoin de motivation ou ils participent assez bien, les enfants? On a une nouvelle patinoire qui est en marche depuis 1 an, l'année passée. Ah oui, c'est vrai, oui. hein? Qui a été refaite? Exactement, voilà. Elle est plus grande maintenant? Oui, C'est les juste bandes que- sont nouvelles aussi, puis c'est ça, c'est super beau. Puis dans le fond, je sais qu'elle est quand même beaucoup achalandée durant l'hiver, là. OK. Là, est-ce qu'il y a des heures pour le patinage puis des heures pour le hockey? Ou Non, c'est vraiment tout le monde y va, puis il essaie de bien s'entendre, puis c'est ça, pas qu'il y ait de chicane. Quelles sont les autres activités qu'on peut aller faire à Rivière-Ouelle, par exemple, l'hiver, mis à part le carnaval qui s'en vient? Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui y vont sur le bord de l'eau, se promener? Est-ce que... Oui, exactement. On n'a pas comme de sentier en tant que tel, de raquettes ou quoi que ce soit, mais c'est toujours accessible le parc l'hiver. On peut rappeler peut-être les dates de l'événement? Exact. Donc, c'est le 29 février et le 1er mars. Puis évidemment, ça prend du beau temps. Oui. C'est-tu reporté si jamais il y a une tempête? Ou c'est La plus course de difficile? chiens va être annulée, mais moi, ma fête, je vais essayer de la reporter, c'est sûr, s'il y a du mauvais temps. Alors, Voilà. si on a des choses ou quoi que ce soit, on peut contacter... Exact. Soit passer par la page Facebook de la municipalité. Oui, c'est très actif. Ou, oui, voilà, toujours. Vos sites Internet aussi? Voilà, qui est aussi refaite Oui, récemment. ça, c'est vrai que c'est à mentionner parce qu'il est très, très beau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Alors, on va conclure cette émission avec M. Roger Martin qui va nous parler. Il est sur le conseil d'administration de l'École des Lilles, qui est une école de rang, une des dernières à avoir été construite. Évidemment, c'est un joyau de l'histoire de Rivière-Ouelle qui fait aussi partie de ce beau parcours fil rouge. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Alors, vous, là, vous allez peut-être probablement pas fréquenter, mais vous avez dû entendre parler beaucoup de cette école-là. C'est une école qui a vu bien les gens de Rivière-Ouelle là, s'instruire. Oui, bien, au fond, l'école de Reims, c'était la formule d'éducation de l'époque. C'est une école de proximité. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'autobus scolaire. Le péril jaune n'était pas arrivé. Alors, les gens devaient voyager à pied pour aller à l'école ou les parents les conduire en voiture à cheval. Donc, il fallait toujours que l'école soit proche souvent, c'est une école dans un rang qui desservait les gens du rang. Alors, dans le cas de l'école de Lille, il y avait des écoles à proximité, à 1 kilomètre à peu près, puis elle était pleine. Alors, il aurait fallu qu'ils aillent au village, à 3 kilomètres et demi. Ouais, c'était compliqué. Un peu compliqué. Alors, donc, 4 familles se sont mises ensemble et ont dit on va construire une école. Ah, ben oui. Comme ça, là. Donc, bon. on était dans le plein pouvoir des parents hein, dans cette Oui, époque-là. oui, mais vous allez voir qu'ils ont su s'organiser. Parce Absolument. que, évidemment, il fallait aller demander des sous au département de l'instruction publique. Et là, bien évidemment, ils ont été refusés parce qu'on ne construisait pas d'école. Mais il y avait un atout. Le président de la commission scolaire était le député. Oh, là, il y avait un bon Comme par contact. hasard. Là, il y avait un bon contact. Alors, finalement, Il fallait être du bon bord. ils ont construit, finalement. OK. Ils ont construit une école, mais ils ont dû tout payer à peu près. Ça a coûté 2400 $. Des écoles de rang, il ne doit pas en rester des tonnes debout encore au Québec là, qui ont une vocation historique comme la vôtre. C'est ça. Il en reste vraiment très peu. La plupart ont été soit démolis carrément. Il y en a qui sont Vendus, devenus là. des hangars. Oui. Beaucoup ont été transformés en résidences. Oui, j'en ai vu beaucoup, effectivement. J'en ai vu et modifiés. Mais toujours, il y a un peu une architecture spéciale. Hein. Vous remarquerez que l'école est toujours faite avec beaucoup de lumière, l'entrée de lumière du côté sud et du côté ouest.
l'Est, on ne l'aime pas, et le Nord encore moins à cause des vents et oui, tout ça. Il ne faut pas oublier c'est plus ravageur un petit peu. le chauffage au bois, hein, c'était costaud. Oui, effectivement. Alors, Alors, vous, l'été, là, qu'est-ce que vous faites avec cette école-là? Vous racontez cette histoire-là, il y a des gens qui arrêtent et qui viennent faire un C'est tour. ça, c'est Est-ce qu'il y a ça. des projets à venir, là, avec l'école? Oui, bien, à chaque été, on ouvre justement l'école pendant la période estivale, pendant, grosso modo, de la Saint-Jean jusqu'à peu près 25 août. On ouvre pendant la période estivale et les touristes viennent et peuvent se retremper. Et surtout, c'est que non seulement il y a tout est intact, il n'y a rien. Quand vous dites d'intact, ça veut dire qu'il y a les meubles, tout est là, est-ce qu'il y a des les cahiers, meubles, il y a des trucs? les cahiers, les livres, le matériel didactique qu'on utilisait, tu sais, comment apprendre l'anglais, la conversation à l'aise, les grands panneaux, puis les livres, tout est là. Alors, bon, on peut se Le petit retremper là-dedans. catéchisme, j'imagine? Est-ce qu'on a... Ah, des catéchismes. Beaucoup de Avez-vous- catéchismes. Est-ce que vous avez dû l'apprendre? Ben, tu sais, je l'ai déjà appris, le catéchisme, je l'ai oublié. Enfin. Ça fait partie de ces choses qu'on se dit, bof, qu'on peut passer à autre chose. Bon, voilà. Tu sais, Qu'est-ce que les gens, c'est quoi les réactions des gens quand ils rentrent dans cette école-là? Parce que là, c'est sûr que les enfants, eux, c'est comme ils doivent avoir l'impression d'arriver dans une autre planète. Puis des gens plus âgés, ça leur rappelle encore, pour certains, des souvenirs. Ah, Parce que oui. jusqu'en 1960, Tout à là, fait. c'est une époque assez récente malgré tout. Effectivement. Effectivement, en 1965, là, quand l'école a été fermée, il y a plein de gens, c'est des gens de ma génération, il y en a qui sont passés par des écoles de rang et qui s'en rappellent très bien, puis d'autres qui ont vu leurs parents le fréquenter, et ainsi de suite. Alors, À cette époque-là, c'était des écoles de rang, mais c'est pas l'époque où la maîtresse habitait dans l'école. Dans le cas de l'école de Lille, par hasard, le hasard a fait que les enseignantes qui y ont œuvré habitaient pas trop loin. Fait que vous pouvez retourner chez elle. Mais- Est-ce qu'on peut aider à devenir membre? De quelle façon on peut s'impliquer pour préserver ce joyau-là? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de moyens. Là. On peut faire un don. Un là, don. comme ça, quand on vient faire un visite. tour, une visite, on peut faire un don. Ça va repartir quand, tout ça? Ça va réouvrir fin Ben, juin? normalement, ça va ouvrir autour de la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'on vous rencontre? Est-ce que vous êtes là des fois pour faire des visites? Oui, oui, oui. Ah, c'est on a ça. des groupes. On a des groupes. Hein. Je regarde cette année, par exemple, on a eu l'Association des retraités de l'enseignement de la région de Québec. Ben oui. Ils sont passés, sont arrivés en plein bus. Ils ont fait ça avec autre chose dans leur circuit. Puis ils sont passés 1h30 à l'école. Il faut dire que le paysage est riche de choses à faire dans ce coin-là. Ben, voilà, on vous c'est remercie ça. beaucoup d'être venus, puis on va aller faire un tour avec nos jeunes et les moins jeunes dans ce joyau-là. Il faut se souvenir que c'est important de le garder parce qu'il n'y en a plus beaucoup au Québec. Tout à fait. C'est comme les granges, ça fait partie de notre histoire. C'est vrai. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.